Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation. Elle se dirige vers son ultime perfection, grâce aux efforts de chaque être humain qui apparaît sur cette planète. Depuis qu'on s'est séparé des autres primates, l'effort de tous les êtres humains, leur vie entière, a été consacrée euh, à cette œuvre, sans qu'on le sache en réalité. C'est quelque chose, on l'ignore pour l'instant, on n'a pas encore pris conscience de ce qu'on réalise de façon inconsciente. Ça va venir, la conscience, elle est très proche à mon sens. On n'est pas très loin de prendre conscience de ce que nous réalisons de façon inconsciente. Et, euh, et donc, par notre seule présence au monde, nous agissons dans ce sens, par le bien, par le mal, de façon positive ou négative, peu importe, tout conduit vers cet état de perfection. Voilà. Donc ça, c'est l'introduction à cette théorie qui s'appelle mécanique universelle et que vous pouvez aller visiter sur le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours un lien sous les vidéos. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages, mais juste, je prends prétexte, on pourrait dire, sur des ouvrages. Ben là, c'est ce bouquin que j'ai trouvé hier. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Je l'ai juste feuilleté, je le découvre en même temps que je le lis sur les vidéos. C'est Paul-Émile Duroux, c'est un professeur agrégé à la faculté de Lyon, à la faculté de médecine, qui réfléchit sur l'évolutionnisme. Et donc, il y a plusieurs chapitres, et là, j'ai attaqué directement sur le chapitre qui me paraissait le plus intéressant pour notre théorie, les philosophies de l'évolution. C'est la 3e vidéo. Je commence à lire, je découvre et éventuellement j'y mets mon petit grain de sel. Là, on va parler d'un ouvrage de Leconte de Nouilly qui a écrit Entre savoir et croire. Et c'est une pensée évolutionniste, justement, une pensée un peu comme celle de la mécanique, enfin, celle de la mécanique universelle est similaire à leur façon de réfléchir, à Leconte de Nouilly et à Teilhard de Chardin, mais à d'autres aussi qui ont cette vision téléologique, la vision des fins dernières de l'humanité, le sens de l'humanité. Alors, on y va, je lance et je parle. Dans l'ouvrage posthume de Leconte de Nouilly, 1883-1947, c'est ses dates naissance et mort, ce livre s'appelle Entre savoir et croire, il précise une conception tout à fait opposée à celle de Renan et annonciatrice de la pensée de Teilhard. Pourquoi opposée à celle de Renan? Peut-être qu'on le saura et sinon il faudra le découvrir d'une autre manière. Le docteur Delaunay, qui en fait la présentation, montre l'originalité de la théorie du téléfinalisme que Leconte de Nouilly avait créée, mais élevée au niveau d'une mystique. Donc une téléfinalisme, téléologie, je pense, ça vient de là, mais à préciser. Et en quelques phrases, donne l'essentiel de la pensée de ce philosophe scientifique teilhardien avant Teilhard. Bon, il est souvent question de Teilhard. Je pense que Duroux s'intéressait fortement à ce philosophe et scientifique. Pour Leconte de Nouilly, comme il serait beau, écrit le docteur Delaunay, de découvrir un terrain où pourraient se réconcilier la science et la religion. Voilà pourquoi il élevait la science au niveau du mystique. Finalement, il porte son choix sur le grand thème de l'évolution des êtres vivants. Et c'est pas bête, à mon sens.
c'est-à-dire sur l'hypothèse la plus impressionnante proposée à notre intelligence. Cela fait, il va s'efforcer de démontrer, petit a, que l'évolution n'est pensable que si elle a été voulue, et voulue par qui, sinon par Dieu. Petit b, que l'évolution a un but, qui est l'homme, mais non pas l'homme avec ses passions et ses appétits d'animaux, mais l'homme vertueux. La thèse qu'il crée ainsi reçoit le nom de téléfinalisme. Donc, on est dans la même façon de penser. L'humanité va vers sa perfection, l'humanité va vers l'homme vertueux, en somme. Bon, il le prend du côté religieux, moi je le prends pas du côté religieux, mais l'humanité, lorsqu'elle aura atteint sa perfection, les êtres humains seront ce qu'on appelle vertueux, ce que les religions appellent vertueux. Moi, je parle auront atteint la sagesse. On peut le voir sous la forme, auront atteint l'état de Bouddha pour les religions d'Asie, ou aura atteint l'état du sage pour le soufisme, par exemple, pour l'islam, pour le christianisme, pour le judaïsme. Donc, et petit c, il tient enfin à préciser que sa conception ne s'oppose pas à ce qui est enseigné dans les Écritures. Bien au contraire, et c'est exactement ce que je pense aussi. Ça ne s'oppose pas du tout, au contraire, ça vient confirmer d'une certaine manière ce que les grandes religions ont imaginé de façon intuitive. C'est de la créativité pure. Mais ça s'est fait il y a 3000 ans, 2000 et quelques années. C'est inouï, quoi, d'avoir pensé, par exemple, à partir du judaïsme, l'idée l'idée de l'apocalypse, la révélation, l'état de révélation, le monde qui se révèle, le monde qui comprend. Voilà. Et pareil pour les religions, pour les spiritualités asiatiques, il y a un système cyclique, c'est-à-dire que le monde va d'un état de l'âge de fer à l'âge d'or, à un état absolu de perfection. Et puis il repart, enfin même si c'est cyclique, il y a cette réflexion vers un âge d'or. Et c'est pareil que l'idée d'apocalypse, en somme. Donc, on continue. Le docteur Delaunay précise qu'agnostique au début, Pierre Lecomte de Nouilly s'était peu à peu convaincu que la science n'impliquait pas le matérialisme. Il devait devenir croyant, d'une foi non spécifiquement chrétienne, mais impliquant l'existence de l'esprit et d'une création voulue d'un créateur. Ça, c'est génial, c'était des précurseurs, c'est inouï. Ils vont se retrouver, entre guillemets, à la mode dans quelque temps, ces penseurs comme Teilhard de Chardin. Nous sommes personnellement très attachés à la façon de voir de Lecomte de Nouilly. Il est d'observation banale à notre époque que les anthropologistes professent un culte sans restriction pour les religions favorables au bien commun et tout spécialement pour le christianisme, la religion de l'évolution. C'est pas la seule, à mon sens, mais d'accord, on veut bien l'entendre aussi. Y aurait-il, sans le christianisme, une histoire de l'humanité qui se poursuive encore ? Bien sûr, le monde mais on ne peut même pas penser en termes comme ça. Le christianisme existe, donc il n'y a pas la possibilité d'un monde sans christianisme. C'est
c'est que de l'illusion, c'est un rêve de l'imaginer. Ce qui s'est passé ne pouvait pas ne pas se passer. On ne peut pas faire abstraction, on ne peut pas enlever le christianisme pour voir ce qui se passe. Le christianisme a eu lieu, il est là, il a sa place. Nous voyons dans le Christ le prophète et le martyr de la seule attitude humaine valable, fondée sur l'amour total mutuel. Nous faisons de Dieu, dans une humilité chaque jour grandissante, l'Esprit, le Créateur, l'anti-hasard. Mais nous ne le représentons pas. Ça, pourtant, les artistes chrétiens l'ont représenté. C'est une erreur à mon sens. Mais ça devait se présenter, puisque tout a du sens. Tel est notre spiritualisme chrétien, mais dégagé de la Trinité, du péché originel et de toute la théologie, que nous ne comprenons pas. Spiritualisme christique et théisme, spiritualisme en un mot. Le reste nous paraît à la fois trop facile et trop compliqué. Si nous faisons de la science, c'est que nous sommes mus par l'esprit de curiosité, et il faut bien admettre que les seuls problèmes susceptibles d'étude sont les problèmes scientifiques. La métaphysique, en revanche, ne nous offre pas de terrain solide. La vie est mystérieuse, orientée sans que l'on sache pourquoi. Voilà la métaphysique. Que cela ne nous empêche pas de parler sans inquiétude de la vie. Et pourtant, la métaphysique, la vie est mystérieuse, orientée sans que l'on sache pourquoi. Ben oui, la métaphysique, si c'est ça, j'en fais partie, tout à fait. On peut comprendre le téléfinalisme de Leconte de Nouilly en lisant tout particulièrement l'introduction de la dignité humaine, dont nous extrayons les pages qui suivent. En priant le lecteur de se placer au point de vue téléfinaliste, nous lui demandons simplement de considérer l'homme dans l'évolution, dans la courbe ascendante qu'il trace, et de négliger tous les détails capables de faire perdre de vue la ligne générale de son développement, écrit Leconte de Nouilly. Voilà. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il pense qu'il faut regarder l'évolution dans sa globalité, dans son ensemble, sans s'arrêter aux petites choses qui pourraient nous faire croire que le monde régresse ou quoi que ce soit. Il n'est donc peut-être pas sans intérêt de rappeler en quelques lignes les points saillants de l'hypothèse téléfinaliste. 2 points. L'évolution dans son ensemble, de l'électron à l'homme, et l'histoire des phénomènes successifs qui ont rendu possible la naissance de la pensée et de la conscience. Le but final à atteindre était, depuis le début, non pas la forme humaine, mais la conscience, l'esprit. Pour y parvenir, la nature a dû passer par des stades divers dominés par des lois différentes. Le stade corpusculaire, gouverné par les lois de la mécanique quantique, le stade atomique, gouverné par les lois de la thermodynamique, le stade biologique, gouverné par les lois encore peu connues de la vie, et finalement, le stade humain de l'esprit, gouverné par les lois morales et spirituelles. Alors là, c'est une vision, je ne la partage pas, mais ça voudrait dire que tout le reste de la création, c'est juste des sortes de marchepieds pour que l'humanité apparaisse et fasse et vive sa vie. Non, on est dans un écosystème et tout est essentiel. Donc, moi, je ne le pense pas comme ça. L'humanité à venir comprendra réellement si c'est ça ou si l'humanité, elle a son sens, etc. Mais tout a son sens. Tout ce qui appartient au monde a son sens. L'humanité, tout simplement, ne pourrait pas vivre s'il n'y avait pas le reste. C'est aussi simple que ça. Gouverné par les lois de la mécanique quantique, le stade atomique, gouverné par les lois de la thermo, etc., etc.,
Tout se passe comme si l'esprit n'avait pu se réaliser que progressivement, en abandonnant au cours de la route les échafaudages devenus inutiles par suite de l'émergence de formes plus parfaites, évoluant lentement vers la perfection ultime, bien loin, bien lointaine encore. Mais il en parle, c'est ça qui est incroyable. Comment ce professeur en médecine a écrit cet ouvrage en 1960, donc il a enseigné cet ouvrage aux médecins des années 60, je pense que ça a fait des médecins absolument incroyables. Et ça devrait être enseigné, même s'il y a des choses qu'on doit faire évoluer, évidemment, de penser qu'il y a des formes non abouties, que les autres primates seraient inférieurs ou quoi que ce soit. Non, on ne peut pas concevoir ça, mais de penser qu'il y a du sens, c'est inouï, parce que ça a fait des médecins humanistes. Je pense que les médecins qui ont suivi ça, c'était des humanistes qui ont eu cet homme comme professeur, sont devenus des humanistes, à mon avis. Mais le souvenir des stades intermédiaires dans l'échelle des êtres vivants persiste souvent, bien qu'il ne soit pas toujours apparent, comme la trace des ouïes, encore visible chez l'embryon humain, de quelques semaines. Et puis, là, on a des palmes, etc. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant que ça. Non seulement le souvenir physique, mais le souvenir des instincts qui, à un moment donné de l'évolution, correspondaient à une condition d'existence déterminée par l'évolution, par l'environnement. C'est clair que notre agressivité, elle a du sens. Elle dépend de le désir, la copulation, tout ça. Ça sert à... C'est des choses que l'on tient de notre évolution. Lorsque nous étions primates, ça existait. Lorsque nous étions avant les primates, ça existait, etc. Donc cette force, elle est là, mais elle n'est pas... Elle se prolonge dans l'évolution. C'est contre cette hérédité, contre cette accumulation immense de souvenirs datant d'époques disparues à tout jamais et dépourvues de sens aujourd'hui que l'homme doit lutter pour préparer l'avènement de l'être purement spirituel qu'il doit devenir. C'est hallucinant ce qu'il écrit. Je découvre, c'est complètement hallucinant. C'est génial, voilà. Donc, et ça n'a pas été pris par l'humanité. C'est curieux, quoi, voilà. C'était pas encore le temps de prendre ça. L'humanité ne pouvait pas prendre ce qu'il écrit. De même, dans la vie courante, rencontre-t-on... Donc, on doit perdre nos pulsions pour atteindre cet état purement spirituel. C'est l'avenir, en somme. De même, dans la vie courante, rencontre-t-on des habitudes, des traditions anachroniques qui ont perdu toute signification par suite du progrès et que seule la routine et l'habitude ont maintenu. L'épée des académiciens et des préfets, par exemple. C'est vrai que dans notre évolution, on a du mal à passer des étapes rapidement. L'évolution a un temps, quoi. Voilà, on garde, on garde encore les titres de noblesse, etc., etc. Des choses qui finiront par disparaître, mais ça fait partie de cette évolution. L'évolution se poursuit à notre époque, non plus sur le plan physiologique, mais sur le plan spirituel et moral. Nous sommes à l'aurore de cette évolution. Et c'est hallucinant. Et c'est pourquoi les remous violents de ce changement de régime la dissimulent encore aux yeux de la majorité. Non, mais c'est pas possible. La transition entre l'animal ancestral qui frémit toujours et en nous, et l'homme définitif est trop récente pour que les conflits ne nous paraissent pas souvent déconcertants et incompréhensibles. Je pense que quand on brasse des idées comme ça, on retrouve exactement les mêmes termes, les mêmes pensées, les mêmes concepts. C'est obligé parce que j'écris ça exactement, pas de la même manière, mais c'est ça.
Je l'écris sur la mécanique universelle. Après avoir pendant des dizaines de milliers de siècles obéi aveuglement à des lois inéluctables, un certain groupe d'êtres vivants s'est différencié physiologiquement des autres et s'est trouvé confronté avec des obligations nouvelles. Des ordres inaccoutumés lui sont imposés, qui sont tous en contradiction avec les précédents et qui tous restreignent le domaine de sa jouissance, de ses plaisirs physiques. C'est une contrainte de nos pulsions. Comment ne se révolterait-il pas contre cette autorité qu'il ne connaît pas encore? Pareil au cheval sauvage qui réagit violemment contre le morse, mais différent de la bête, en ce que c'est lui-même qui s'impose le frein et demeure libre de s'en défaire ou de s'y soumettre. L'homme devient enfin véritablement maître de lui-même. Et c'est de cette maîtrise, basée sur la liberté de choisir entre la satisfaction des appétits et l'essor vers la spiritualité, que naît la dignité humaine. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'il entend par, après avoir pendant des milliers, un certain groupe d'êtres vivants. Un certain groupe d'êtres vivants. Il parle de l'humanité tout entière. Ce n'est pas un certain groupe d'humains. Auquel cas, ça serait voilà ce qu'on aurait pu penser à l'époque de l'esclavage ou de la colonisation. Dorénavant, le bien consiste donc dans le respect de la dignité acquise, en s'éloignant de plus en plus des ancêtres animaux et en obéissant aux ordres de la conscience, c'est-à-dire en contribuant au progrès de l'évolution. Voilà, alors moi je dis, au lieu de des ancêtres animaux, je dis de nos cousins primates. Voilà, on se sépare de plus en plus, on s'éloigne de plus en plus de nos ancêtres primates. Et le mal consiste dans le retour à l'animalité qu'on a connu avec le nazisme, etc., avec la colonisation, avec l'esclavage. C'est un retour à l'animalité, un retour au système dominant-dominé. Et encore avec beaucoup plus de violence chez l'homme, parce qu'il est devenu intelligent et que cette intelligence mise au service de la perversion donne la cruauté. L'obédience aux ordres physiologiques, la méconnaissance de la dignité humaine, le refus de participer à l'œuvre divine, l'évolution. Ça, c'est le mal dont il parle, la méconnaissance de la dignité humaine. Alors donc, on voit qu'il a une base, à mon sens, chrétienne. C'est typique de cette façon de penser. Voilà, alors là, on va arrêter. La suite, il y a Monsieur Winterberg, qui a dû écrire aussi. Donc il y a beaucoup en 1962, donc cette pensée, je pensais qu'elle était complètement éteinte à l'époque, c'était l'époque des Sartres, donc c'est eux qui ont pris le pouvoir, c'est Sartre, Camus, etc. C'est l'existentialisme qui se désintéressait de l'évolution de l'humanité à ce niveau-là. Ils s'y intéressaient politiquement, c'était la perfection vers laquelle l'humanité devait aboutir, c'était le communisme, c'était c'était le marxisme. Et c'est ce qui a un peu perturbé les choses. Parce qu'en fait, on voit, c'était un échec. C'était le communisme à cause des malfaiteurs qui l'ont mis en pratique, parce que les valeurs, elles étaient bonnes, mais certaines, la plupart étaient bonnes. Mais la mise en pratique, elle a été faite par des criminels. Staline et compagnie. Et donc, c'est ça qui a perturbé le truc. Mais voilà, il faut être détaché de ça, détaché du politique, du religieux. C'est le cas de la mécanique universelle, détaché du politique, du religieux, même du scientifique pur et dur, mais en englobant tout ça, tout en étant un peu détaché, sans lien fort avec. Donc sans influence du spirituel ou du matériel ou du scientifique. Et là, c'est intéressant, ou du politique. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Là, apparemment, après, il y a Monsieur Winterberg, Albert Vandel, c'en est un autre, et
Teilhard peut-être. Est-ce qu'il arrive Teilhard? Oula, Vandel, il va falloir 2 ou 3 vidéos. Tac, tac, tac. Hegel. Alors. Ah non, mais peut-être c'est pas ça. Ah non, c'est après on rentre dans vraiment la philosophie. C'est génial, je ne l'ai pas lu, hein, donc, mais c'est génial, on va faire pas mal de vidéos, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Il parle de Teilhard, de Bergson, de Hegel, donc c'est vraiment super. Bergson, il y a beaucoup Bergson. Madame Catherine Nolas. Alors ça, on va s'intéresser à ça. Le lamarckisme, le malthusianisme. Il y a plein de noms que je ne connais pas. Ça va être très très intéressant. Nietzsche. Oh, génial. Donc c'est la suite. Oh là là, c'est super. Voilà mes amis. À très bientôt et je vous dis merci de votre écoute et de votre bienveillance. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à critiquer, à dire ce que je peux améliorer, ce que je peux faire pour vous être plus agréable. Merci, à très bientôt.